Mon père a dit, tu es autorisé à venir au dîner, mais ne te présente pas comme ma fille. Le futur beau-père de ton frère est un sénateur. Ma mère a hoché la tête froidement. Nous n'avons pas besoin qu'il sache que quelqu'un comme toi fait partie de cette famille. Ils m'ont placé à la table la plus éloignée. J'ai seulement souri et accepté. Puis, le futur beau-père de mon frère s'est approché avec des boissons, m'a vu et s'est figé. Madame. Personne ne m'avait dit que vous seriez là. Je m'appelle Marie Saval. J'ai 38 ans. Et au moment où mon père a décidé que j'étais autorisé à assister au dîner de fiançailles de mon frère seulement en tant qu'étrangère, j'avais déjà passé la plus grande partie de ma vie à être effacé de ma propre famille. Le message est arrivé alors que j'étais encore à mon bureau, enseveli sous des dossiers que personne dans ma famille ne s'était jamais soucié de comprendre. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'un autre rappel concernant l'heure, le code vestimentaire ou les bonnes manières, car les gens comme mes parents n'envoient jamais de cruauté sans l'envelopper d'instructions. Puis j'ai lu la phrase qui a tout clarifié. Je pouvais venir au dîner, mais je ne devais pas me présenter comme sa fille. Le futur beau-père de mon frère était un sénateur, et apparemment, avoir quelqu'un comme moi lié à la famille compliquerait les choses. Quelques minutes plus tard, ma mère a appelé avec la voix douce et froide qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que j'avale l'humiliation et que j'appelle cela la paix. Elle a dit qu'il serait préférable que je m'assoie à la table la plus éloignée, près de l'entrée de service, et que je laisse l'attention là où elle devait être, sur mon frère, sur son avenir, sur la famille puissante qu'il essayait d'impressionner. Elle n'a jamais demandé ce que cela faisait d'être invité, seulement à la condition que je disparaisse. Elle a seulement demandé si je pouvais être mature pour une nuit. Alors j'ai dit oui, je viendrai. Je m'assiérai là où il me placerait. Je ne corrigerai personne lorsqu'il me rabaisserait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme qu'il cherchait si désespérément à impressionner avait déjà entendu mon nom dans des pièces où ma famille ne pourrait jamais entrer. Et quand il a traversé cette salle à manger privée avec des boissons à la main, qu'il m'a vu assise près de la porte de service et s'est figé, chaque mensonge qu'ils avaient construit autour de moi a commencé à se fissurer. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là où vous êtes. Je veux savoir jusqu'où cette histoire peut voyager. Je n'ai pas répondu à ma mère tout de suite. J'ai gardé le téléphone dans ma main et j'ai regardé à travers le mur de verre de mon bureau la ville à l'extérieur, la même ville que ma famille vénérait de loin, mais n'a jamais vraiment comprise. Washington n'était pas seulement des bâtiments en marbre et des réceptions en soirée. C'était la réputation, l'accès, les faveurs, les chuchotements, et le genre de pièce où un seul mensonge imprudent pouvait suivre une personne pour le reste de sa carrière. Mon frère avait construit toute sa vie en essayant d'appartenir à ces pièces. Mes parents avaient construit leur fierté en l'aidant à y parvenir. Ils ont payé pour les bonnes écoles, les bons programmes d'été, les bons entraîneurs de débat, les bons stages non rémunérés que seules les familles avec de l'argent pouvaient se permettre d'appeler des opportunités. Quand il est entré dans une université de l'Ivy League, mon père a agi comme si notre nom de famille avait enfin été suffisamment poli pour être exposé publiquement. Quand il est devenu lobbyiste sur K Street, ma mère a dit à tout le monde qu'il travaillait dans les affaires gouvernementales, comme si l'expression elle-même était une médaille. J'ai pris le chemin dont personne ne se vantait. Je suis allé dans une université publique grâce à des bourses et des prêts. J'ai travaillé la nuit, j'ai pris l'appartement le moins cher que j'ai pu trouver, et j'ai étudié le droit dans les coins de la bibliothèque jusqu'à ce que le personnel de nettoyage connaisse ma commande de café. Je n'avais pas d'amis de la famille qui passaient des appels pour moi. Je n'avais pas de père qui me présentait à des donateurs lors de dîners avec steak. J'avais des notes, de la discipline, et la colère tranquille d'une femme qui a compris très tôt que personne ne viendrait la sauver. Après la faculté de droit, je suis devenu procureur fédéral. Pas le genre que ma famille pouvait réduire à un drame télévisé de salle d'audience, mais le genre qui passait des années à suivre des pistes documentaires à travers de fausses œuvres de charité, des sociétés écrans, des contrats de défense. Et des fonctionnaires qui pensaient que le pouvoir signifiait ne jamais avoir à répondre à des questions. J'ai construit des dossiers lentement. J'ai appris comment la corruption se cache derrière les sourires, comment la subornation ressemble à du conseil, comment l'influence devient illégale au moment où les gens commencent à croire que les règles ne sont que pour ceux qui n'ont pas de relation. Finalement, j'ai intégré l'unité d'intégrité publique où mon travail se concentrait sur la corruption gouvernementale et le lobbying illégal. C'était la partie que ma famille détestait le plus, bien qu'il ne l'ait jamais dit directement. Mon frère gagnait sa vie en ouvrant des portes pour les gens avec de l'argent. Je gagnais la mienne en demandant qui payait pour les portes et pourquoi elles s'ouvraient si vite.
Quelques mois avant ce dîner, j'avais témoigné devant une sous-commission du Sénat sur la réforme du lobbying et la confiance du public. Chaque mot avait été validé par les canaux appropriés. Je n'ai pas révélé de cas actifs. Je ne me suis pas mis en avant. J'ai simplement expliqué comment la corruption survit lorsque des personnes puissantes utilisent les noms de famille, les dîners privés et les faveurs personnelles comme boucliers. Le sénateur Nathaniel Whitmore faisait partie de cette commission. Il a écouté attentivement, a posé des questions directes, et a plus tard cité une partie de mon témoignage dans une déclaration publique. Il a dit que mon explication de l'influence et de la responsabilité était l'une des plus claires qu'il ait entendues depuis des années. Je m'en suis souvenu parce que des éloges comme cela ne sont pas fréquents dans mon domaine et parce que je savais que ma famille ne comprendrait jamais pourquoi cela comptait pour eux. Mon frère était toujours l'histoire à succès. J'étais la difficile, la sérieuse, celle qui mettait les gens mal à l'aise en posant trop de questions et en riant trop peu aux blagues des hommes qui attendaient de l'admiration. Alors, quand j'ai parlé du dîner à Dana Mersey, elle n'a pas semblé surprise. Dana était mon mentor, une ancienne procureure des États-Unis avec une voix assez calme pour effrayer les gens malhonnêtes avant même d'avoir terminé sa première phrase. Elle avait déjà vu des familles comme la mienne, des gens qui confondaient le vernis social avec le caractère et traitaient l'intégrité comme un défaut de personnalité. Je lui ai montré le message de mon père. Puis je lui ai parlé de l'appel de ma mère, du plan de table, de l'instruction de ne pas mentionner mon travail, et de la façon dont mon frère m'avait demandé d'être utile en devenant invisible. Dana a tout lu 2 fois. Puis elle a posé mon téléphone avec précaution, comme si c'était une pièce à conviction. Elle a demandé le nom du sénateur. Quand je le lui ai dit, son expression a changé juste assez pour que je le remarque. Elle le connaissait. Pas socialement, pas de la manière superficielle dont les gens à Washington prétendent se connaître après avoir fait la queue dans la même réception. Elle avait travaillé avec lui des années plus tôt dans une commission d'éthique. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a dit « Marissa, cet homme sait exactement qui tu es. » Je lui ai dit que cela rendait les choses pires, pas meilleures. Elle a secoué la tête. « Non, a-t-elle dit. Cela signifie que ta famille a fait une erreur qu'elle ne peut pas gérer avec de bonnes manières. » J'ai demandé si elle pensait que je devrais rester à la maison. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle regardait les jeunes avocats sur le point de confondre le confort avec la sagesse. Puis elle a dit, « Va t'asseoir là où ils te mettent. Ne conteste pas le mensonge. Laisse simplement la salle découvrir qui le raconte. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'allais pas à ce dîner pour me battre pour une place à la table de ma famille. J'allais les laisser me montrer exactement qui ils étaient devant des gens dont ils appréciaient plus l'opinion que la mienne. Le soir du dîner, j'avais déjà décidé que je ne m'habillerais pas pour les impressionner, et que je ne m'habillerais pas pour m'excuser d'être moi-même. Je portais un tailleur bleu marine, des talons simples, et les boucles d'oreilles en perles que j'avais achetées après avoir gagné ma première grande affaire de corruption. Pas assez chères pour que ma mère les admire, pas assez douces pour que mon père les qualifie de féminines, parfaites pour moi. Dana est arrivée dans un manteau noir avec l'expression calme de quelqu'un qui avait déjà lu la fin de l'histoire et attendait simplement que tout le monde rattrape son retard. Nous sommes allés ensemble au Metropolitan Club, et aucune de nous n'a beaucoup parlé. Washington paraissait nette à travers la vitre de la voiture, tout en bâtiments de pierre et fenêtres éclairées, une ville pleine de gens qui comprenaient qu'un dîner était rarement juste un dîner. Le Metropolitan Club était exactement le genre d'endroit où mon frère voulait être vu en train d'entrer. Vieil argent, bois sombre, voix douce, des hommes qui se serraient la main comme s'ils s'échangeaient la propriété de l'avenir. La salle à manger privée avait été arrangée avec une précision presque théâtrale. Nappe blanche, fleurs basses, cartons de placement, un personnel se déplaçant si fluidement qu'il semblait moins des personnes qu'une partie de l'architecture. J'ai vu ma famille avant qu'ils ne me voient. Mon père se tenait près du centre de la pièce, riant trop fort à quelque chose qu'un des invités avait dit. Le sourire de ma mère était figé et éclatant, le genre qu'elle portait quand elle voulait que les étrangers croient que nous étions une famille chaleureuse. Mon frère se tenait à côté de sa fiancée, la main posée légèrement sur son dos, jouant la dévotion tout en balayant la salle du regard à la recherche Dieu plus important. Quand il m'a vu, son visage a changé. Ce fut rapide, mais pas assez. Il a traversé la pièce avec un sourire qui semblait douloureux et a embrassé l'air à côté de ma joue, bien qu'il ne m'ait pas touché avec affection depuis des années. À voix basse, il a dit, « Je pensais que nous étions d'accord pour que tu fasses simple. » Je lui ai dit que je faisais très simple. Ses yeux se sont tournés vers Dana. Il ne l'a pas reconnue,
Mais il a reconnu. Attendez. Les gens comme mon frère ont un don pour sentir l'importance même quand ils ne peuvent pas la nommer. Avant qu'il ne puisse demander qui elle était, sa fiancée nous a rejoints. Elle était élégante, raffinée, et plus chaleureuse que je ne l'avais prévu. Elle s'appelait Claire Whitmore, et elle m'a salué comme quelqu'un qui essaie d'être aimable à l'intérieur d'une histoire qui ne lui a pas été entièrement racontée. Mon frère ne lui a pas dit la vérité. Il a souri et a dit, « Voici Marissa. Elle fait du conseil juridique. Pas ma sœur, pas procureur fédéral, pas la femme que ses parents venaient de lui ordonner d'effacer pour sa convenance. Juste Marissa, flottant dans la pièce sans histoire familiale ni signification. » Claire a légèrement penché la tête. « Conseil juridique, a-t-elle dit. Ça a l'air intéressant. » Avant que je puisse répondre, mon frère a ri et a coupé court. C'est surtout de la paperasse, très technique, pas un sujet de conversation pour un dîner. Je l'ai regardé une seconde de plus que la politesse ne le permettait, et il a su que je savais exactement ce qu'il faisait. Ma mère est arrivée alors, douce et contrôlée. Elle m'a touché le bras légèrement et m'a dit qu'il m'avait gardé une place plus calme. Calme était l'un de ses mots préférés. Cela signifiait moins visible, moins gênant, moins susceptible de perturber la version de la soirée qu'elle avait répétée. Mon père m'a fait un signe de tête sec et a dit, « Nous apprécions que tu comprennes. » Je voulais demander ce que j'étais censé comprendre exactement. Que j'étais assez bien pour assister, mais pas assez bien pour être revendiqué. Que l'ambition de mon frère importait plus que ma dignité. Que la loyauté familiale ne coulait que dans la direction de l'enfant préféré. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. Ils m'ont conduite à la plus petite table de la pièce, positionnée près de l'entrée de service, où les serveurs passaient avec des plateaux. Dana était assise à une courte distance, assez proche pour observer, assez loin pour faire comprendre qu'elle n'était pas là pour me secourir trop tôt. Depuis cette table du fond, j'avais une vue parfaite sur la performance. Mon frère riait avec les parents de Claire, faisant l'éloge du service public comme s'il n'avait pas construit une carrière en aidant des clients privés à acheter de l'influence. Mon père se penchait avec trop d'empressement chaque fois que quelqu'un mentionnait un donateur, une commission ou une éventuelle nomination. Ma mère corrigeait de minuscules détails dont personne ne se souciait, désespérée de donner à la soirée une apparence d'aisance. Claire avait l'air heureuse, mais pas insouciante. Elle observait les gens plus qu'elle ne parlait. Son père, le sénateur Whitmore, était assis à la table principale, écoutant avec l'expression patiente d'un homme qui avait survécu à trop de jeunes hommes ambitieux pour être facilement impressionné par un autre. Mon frère ne l'a pas remarqué. Il était trop occupé à jouer l'humilité. Avant le plat principal, le sénateur s'est levé et a pris un plateau de coupe de champagne des mains d'un serveur. Quelqu'un a ri et a dit qu'il faisait toujours cela lors de dîners privés, qu'il faisait le tour lui-même, saluait chaque table, refusait de laisser le statut décider qui méritait la courtoisie. Je l'ai regardé se déplacer dans la pièce, une table, puis une autre. Il serrait des mains, demandait des noms, se souvenait de détails, et faisait en sorte que chaque personne se sente observée sans être flattée. Mon frère avait l'air ravi, comme si le simple acte d'hospitalité du sénateur était déjà une bénédiction pour son avenir. Puis le sénateur Whitmore s'est tourné vers le fond de la pièce, vers l'entrée de service, vers moi. Personne à la table principale ne semblait encore inquiet. Pourquoi le serait-il? Il pensait que j'avais été placé là où était ma place, discrète, insignifiante, en toute sécurité en dehors de l'histoire. Puis le sénateur a atteint ma table, a levé les yeux vers mon visage et s'est arrêté de bouger. Pendant une seconde en suspens, la pièce a continué de vivre autour de nous. Une fourchette a touché une assiette. Quelqu'un à la table principale a laissé échapper un rire poli. Un serveur s'est déplacé derrière moi avec un plateau en équilibre sur une main. Puis l'expression du sénateur Whitmore a changé, et tout le reste a semblé s'estomper. Il n'essayait pas de se souvenir de moi. Il savait. La reconnaissance s'est inscrite sur son visage si clairement que même avant qu'il ne parle, j'ai compris que le mensonge de ma famille avait déjà commencé à s'effondrer. Il a posé le plateau sur la table avec des mains prudentes et a dit, « Mademoiselle Val, personne ne m'avait dit que vous seriez ici ce soir. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait de la manière dont les voix portent lorsque les gens sont formés pour écouter le pouvoir. Les conversations se sont calmées, les têtes se sont tournées. Mon frère s'est tourné le premier, car la peur entend toujours son propre nom. Je me suis levé, car c'est ce que le respect exigeait.
et le sénateur a pris ma main dans les siennes. Pas socialement, pas nonchalamment, professionnellement, chaleureusement, avec le genre de considération qui ne peut être feinte par des gens qui ne savent pas pourquoi il la montrent. Il a dit que c'était un honneur de me revoir. Puis il a mentionné l'audition au Sénat. Il s'est souvenu du sujet, de la question qu'il m'avait posée, et de la phrase de mon témoignage que son bureau avait citée plus tard. Il a dit, mon explication de la manière dont l'accès informel devient une corruption institutionnelle avait façonné une partie de sa proposition de réforme. À ce moment-là, la pièce était devenue assez silencieuse pour que le charme de ma mère meure dans sa gorge. Le sourire de mon père s'était figé en quelque chose de rigide et d'inutile. Mon frère avait le regard d'un homme qui voit une porte verrouillée s'ouvrir du mauvais côté. Claire se tenait à côté de lui, confuse au début, puis lentement alerte. Elle a regardé du sénateur à moi, puis de moi à mon frère, comme si elle essayait de faire correspondre trois histoires différentes en une seule vérité possible. Le sénateur Whitmore a jeté un coup d'œil à la chaise vide en face de moi, puis autour de la table près de l'entrée de service. Son expression s'est durcie, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment. Il a demandé pourquoi j'étais assis si loin. Ma mère a bougé rapidement, car elle bougeait toujours rapidement lorsque le silence menaçait de devenir honnête. Elle a dit qu'il y avait eu une petite erreur de placement. Mon père a ajouté que je préférais les espaces calmes. Mon frère a laissé échapper un léger rire et a dit « Marissa ne se soucie pas vraiment de ce genre de choses ». C'était une si petite phrase, si facile à manquer. Mais elle contenait toute l'architecture de ma famille. Il avait décidé de ce qui m'importait, de ce que je méritais, de ce que j'accepterais, et de quelle version de moi pouvait être présentée à des étrangers sans conséquence. Le sénateur Whitmore l'a regardé, puis l'a vraiment regardé. Mon frère s'est redressé comme si la posture pouvait réparer la phrase. Avant que quiconque puisse arranger les choses, Dana s'est levée de sa table et s'est dirigée vers nous. Elle ne s'est pas pressée. Les gens comme Dana ne se pressent jamais lorsque la vérité avance déjà dans leur direction. Le sénateur Whitmore l'a reconnue immédiatement. Dana merci, a-t-il dit, et sa surprise s'est approfondie. Je ne savais pas que vous étiez ici non plus. Dana a souri poliment et a dit qu'elle était venue en tant que mon invitée. Ce mot a atterri avec soin. Mon invitée, pas mon chaperon, pas ma superviseure, pas une femme quelconque attachée au fond de la pièce. Le sénateur m'a regardé à nouveau, puis s'est tourné vers ma famille, et je pouvais voir le calcul se former, une procureure respectée assise près de la porte de service, une ancienne procureure des États-Unis observant de près. Un fils lobbyiste se présentant comme le centre d'une famille parfaite. Rien de tout cela ne correspondait. Il a demandé à nouveau, toujours calme, pourquoi j'étais assis si loin de la table familiale. Mon frère a commencé à répondre, mais la phrase s'est brisée à mi-chemin. Il a dit quelque chose sur le maintien de l'équilibre des arrangements, sur l'espace limité, sur le fait de ne pas vouloir que les formalités submergent la soirée. Chaque mot sonnait plus creux que le précédent. Le visage de Claire a changé pendant qu'il parlait. Elle n'était plus confuse. Elle écoutait comme quelqu'un qui venait de réaliser que l'homme qu'elle aimait avait modifié les faits avant qu'ils ne lui parviennent. Le sénateur Whitmore n'a pas discuté. C'est ce qui a rendu la situation dévastatrice. Il a simplement tiré la chaise en face de moi et s'est assis. La pièce a compris avant ma famille. À Washington, où le placement à table peut signifier le pouvoir, l'accès, le respect et l'avertissement, tout à la fois. Le sénateur venait de choisir la femme cachée près de la porte de service plutôt que l'homme qui se donnait en spectacle à la table principale. La bouche de mon frère s'est légèrement ouverte. Ma mère a fait un demi-pas en avant, puis s'est arrêtée. Mon père a baissé les yeux comme si le couvert de la table l'avait trahi. Le sénateur Whitmore a joint ses mains et a dit « Mademoiselle Val, je vous serais reconnaissant de me permettre de me joindre à vous un moment. » J'ai dit « Bien sûr. » Il a tourné la tête vers mon frère et a ajouté « Et j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi une procureure fédérale dont j'ai cité publiquement le témoignage a été présentée à ma fille comme une consultante juridique. » C'est à ce moment-là que la soirée a cessé d'être inconfortable pour devenir dangereuse. Pas légalement dangereuse. Pire pour des gens comme ma famille, socialement dangereuse, dangereuse pour la réputation. Le genre de danger qui ne peut être réparé avec un sourire, un toast ou des excuses privées. Après que les dégâts soient faits, mon frère a enfin compris qu'il ne m'avait pas caché du pouvoir. Il s'était caché le pouvoir à lui-même. Personne n'a répondu assez vite.
C'était la première confession. Mon frère a regardé mon père. Mon père a regardé ma mère. Ma mère m'a regardé, non pas avec culpabilité, mais avec un avertissement, comme si après tout cela, elle croyait encore pouvoir me gérer par un simple contact visuel. Le sénateur Whitmore a attendu. Il avait la patience d'un homme qui a interrogé des témoins pensant que le silence pourrait les sauver. Finalement, mon frère a dit « Ce n'était pas comme ça ». La phrase sonnait faible avant même d'être terminée. Claire s'est tournée vers lui. « Comment c'était alors » a-t-elle demandé. Sa voix n'était pas forte, mais quelque chose avait changé. Elle n'appartenait plus à une fiancée protégeant un dîner de fiançailles. Elle appartenait à une femme mesurant la distance entre ce qu'on lui avait dit et ce qu'elle venait de voir. Mon frère a essayé de lui sourire, mais elle n'a pas souri en retour. Il a dit que j'étais discrète sur mon travail. Il a dit qu'il ne voulait pas que la soirée se transforme en politique. Il a dit que les dynamiques familiales étaient compliquées. C'est alors que Dana m'a regardé. Elle n'a pas demandé à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, j'ai ouvert le message et je l'ai posé sur la table entre nous. J'aurais pu le lire moi-même, mais je savais que ma voix pousserait la famille à essayer de transformer cela en émotion. La voix de Dana en ferait une preuve. Elle a pris le téléphone et a lu le message de mon père exactement tel qu'il avait été écrit. Sans adoucissement, sans explication, sans pitié déguisée en politesse. Elle a lu que j'étais autorisé à assister au dîner, mais que je ne devais pas me présenter comme sa fille. Elle a lu la partie sur le futur beau-père de mon frère étant un sénateur. Elle a lu la phrase sur le fait de ne pas avoir besoin que quelqu'un comme moi complique l'image de la famille. Puis elle s'est arrêtée. Le silence qui a suivi était complet. Ce n'était pas le silence choqué de gens qui ne comprenaient pas. C'était le silence plus lourd de gens qui comprenaient trop de choses à la fois. Claire a d'abord regardé mon père, puis ma mère, puis mon frère. « Étais-tu au courant de ça » lui a-t-elle demandé. La réponse de mon frère est arrivée une demi-seconde trop tard. Cette demi-seconde l'a détruit. Il a dit qu'il savait que nos parents s'inquiétaient que la soirée soit mal interprétée. Claire a failli rire, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Mal interprété, a-t-elle dit. Tu m'as dit que Marissa venait à peine aux événements familiaux. Tu m'as dit qu'elle faisait du travail juridique en freelance. Tu m'as dit qu'elle préférait ne pas être présentée parce qu'elle n'aimait pas l'attention. Mon frère a levé les deux mains dans un petit geste de supplication. J'essayais de garder les choses simples. Le sénateur Whitmore s'est penché en arrière dans sa chaise. Non, a-t-il dit. Vous essayez de vous grandir. Mon frère a tressailli comme si la phrase avait touché une ecchymose. Le sénateur a continué, toujours calme, toujours précis. Vous n'avez pas caché votre sœur parce qu'elle était embarrassante. Vous l'avez cachée parce que la vérité à son sujet rendrait l'histoire que vous racontez sur vous-même plus difficile à vendre. Mon père a alors essayé d'interrompre. Il a dit que c'était injuste, que personne ne voulait faire de mal, que chaque famille avait des tensions privées. Le sénateur Whitmore l'a regardé et mon père a cessé de parler avant de finir sa phrase. Ma mère est intervenue avec sa tristesse étudiée. Elle a dit que j'avais toujours été indépendante, que j'avais choisi une carrière difficile, que parfois les parents ne savaient pas à quel point leurs enfants voulaient être inclus. C'était une belle performance. Si on ne la connaissait pas. Dana, elle, la connaissait. Elle a posé mon téléphone et a dit « Madame Val, votre fille n'a pas demandé à être célébrée ce soir. On lui a demandé de disparaître. Il y a une différence. » Cette phrase a traversé la pièce comme une lame. Plusieurs invités ont détourné le regard. D'autres ont continué à fixer, car les gens de Washington peuvent prétendre ne pas apprécier les scandales, mais ils n'arrêtent jamais de les écouter. Le visage de Claire était devenu pâle, mais ses yeux étaient clairs maintenant. Elle a demandé à mon frère combien de fois il avait fait ça. Il a dit son nom doucement, comme si l'intimité pouvait remplacer une réponse. Elle a demandé à nouveau. Combien de fois l'as-tu justifié pour que je ne pose pas de questions? Mon frère m'a alors regardé, enfin, non pas comme une sœur, non pas comme une personne, mais comme la seule issue de secours restante. Marissa, pouvons-nous parler dehors une seconde, a-t-il dit. L'ancienne version de moi se serait peut-être levée. L'ancienne version aurait peut-être protégé la pièce de l'inconfort, car c'est ce qu'on m'avait appris à faire, absorber l'insulte, baisser la voix, aider la famille à se remettre.
Mais cette femme était fatiguée, et pour la première fois, je ne lui ai pas demandé de revenir. Je l'ai regardée et j'ai dit, non. Tu étais à l'aise pour m'effacer en public. Tu peux entendre ma réponse en public aussi. Son visage s'est crispé. Ma mère a haleté comme si j'avais été cruel. Mon père a marmonné mon nom en guise d'avertissement. Je les ai ignorés tous les deux. Le sénateur Whitmore a regardé Claire, puis de nouveau mon frère. Il a dit, un homme qui efface sa propre sœur pour paraître plus impressionnant n'est pas un homme à qui je peux confier l'avenir de ma fille. L'expression de mon frère a alors changé. Jusqu'à ce moment, il avait été embarrassé. Maintenant, il avait peur, car il comprenait qu'il ne perdait pas seulement une dispute. Il perdait la salle, le mariage, les relations, l'avenir. Il avait passé des années à tout organiser autour de l'approbation des autres. Claire a regardé la bague à son doigt. Le diamant a capté la lumière une seconde, brillant et froid. Puis elle a baissé la main comme si elle était soudainement devenue trop lourde à porter. Claire a retiré la bague sans drame, ce qui l'a rendue plus définitive que n'importe quelle scène aurait pu l'être. Elle ne l'a pas jetée. Elle n'a pas pleuré dans ses mains. Elle l'a simplement fait glisser de son doigt et l'a placée à côté de son verre d'eau avec un léger clic qui a semblé plus fort que tous les discours que mon frère avait prononcés ce soir-là. Il l'a fixée comme s'il ne reconnaissait pas l'objet. Puis il l'a regardée et, pour la première fois de la soirée, le charme a complètement quitté son visage. « Claire, attends » a-t-il dit. Elle a reculé avant qu'il ne puisse lui toucher le bras. « Non » a-t-elle dit. « Je peux pardonner l'embarras. Je ne peux pas épouser la malhonnêteté. » Mon frère s'est immédiatement tourné vers moi, car même maintenant, même avec tout exposé, il s'attendait à ce que la solution vienne de la personne qu'il avait tenté d'effacer. C'était le schéma dans notre famille. Il me blessait en privé, me diminuait en public, puis s'attendait à ce que je les protège des conséquences parce que nous partagions un nom de famille. Il s'est approché de ma table, la voix basse et urgente. « Marissa, s'il te plaît, dis-leur que tout cela est exagéré. Dis-leur que nous avons eu un malentendu. » Je l'ai regardé et j'ai enfin vu la vérité sans la vieille douleur qui y était attachée. Il n'était pas désolé parce qu'il comprenait ce qu'il avait fait. Il était désolé parce que les gens qu'il appréciait l'avaient vu le faire. J'ai dit, je ne suis plus le secret de famille. Je suis le témoin. Personne n'a bougé. Le visage de ma mère s'est tordu de colère. Elle essayait de faire passer sa douleur. Mon père m'a regardé comme si j'avais enfreint une règle sacrée en refusant de rester utile. Le sénateur Whitmore s'est alors levé. Il a dit à Claire que si elle était prête à partir, il la ramènerait à la maison. Puis il s'est tourné vers mon frère et a dit que le mariage n'irait pas plus loin et qu'il n'y aurait plus d'introduction privée, pas de recommandations professionnelles, et aucun soutien familial pour toute opportunité future construite sur cette relation. Il ne l'a pas menacé. Il n'a pas abusé de sa fonction. Il a simplement fermé les portes personnelles sur lesquelles mon frère comptait comme si elles lui appartenaient déjà. C'était suffisant. À Washington, certaines portes n'ont pas besoin de claquer. Elles ont seulement besoin de cesser de s'ouvrir. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Il a dit, c'était une affaire de famille. Il a dit, un seul message ne devrait pas détruire l'avenir d'un jeune homme. Dana l'a regardé avec un calme que j'avais vu déstabiliser des avocats de la défense 2 fois sa taille. Ce n'était pas un seul message, a-t-elle dit. C'était un schéma qui a finalement trouvé des témoins. Ma mère a dit que les familles étaient censées pardonner. J'ai dit que les familles étaient censées dire la vérité avant de demander le pardon. Cela l'a calmé plus efficacement que des cris ne l'auraient fait. Claire a pris son manteau sur le dossier de sa chaise. Avant de partir, elle m'a regardé. Je m'attendais à de la colère, peut-être de l'embarras, peut-être le genre de ressentiment que les gens éprouvent envers la personne dont l'existence révèle un mensonge qu'ils voulaient croire. Au lieu de cela, elle avait l'air honteuse. « Je suis désolée » a-t-elle dit. J'aurais dû poser de meilleures questions. J'ai hoché la tête. Elle avait été trompée, elle aussi. Pas de la même manière que moi, mais assez pour comprendre que le mensonge de mon frère ne m'avait pas seulement diminué, il l'avait utilisé comme public. Le sénateur Whitmore m'a fait un dernier signe de tête respectueux. Dana a posé une main légèrement sur le dossier de ma chaise, non pas pour me guider, juste pour me rappeler que je n'étais pas seul. La famille Whitmore est partie la première, et quand ils l'ont fait, toute la pièce a semblé perdre sa raison d'être.
Les donateurs ont cessé de sourire. Le personnel se déplaçait silencieusement autour d'assiettes non touchées. Les gens qui avaient passé une heure à se pencher vers mon frère regardaient maintenant n'importe où sauf lui. Il se tenait près du centre de la pièce avec son costume parfait, sa main vide, et la bague toujours posée sur la table derrière lui. Mon père a essayé de s'approcher de moi, mais je me suis levé avant qu'il ne m'atteigne. Il n'y avait plus rien à négocier. Ma mère a chuchoté que je ne devais pas partir comme ça. Je lui ai dit qu'elle m'avait invité à disparaître, et que je terminais simplement la soirée en me retirant de la performance. Mon frère a dit mon nom une fois de plus doucement cette fois, comme si l'enfance pouvait être utilisée comme une clé. Je ne me suis pas retourné. Dana a marché à mes côtés dans le couloir du club, devant des portraits d'hommes qui avaient probablement passé leur vie à croire que la réputation était la même chose que l'honneur. Dehors, l'air de Washington semblait froid et pur. Dana m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé à travers les fenêtres et j'ai vu mon frère toujours debout dans la pièce, entouré de tout ce qu'il avait voulu et incapable d'atteindre quoi que ce soit. Puis j'ai dit, je crois que j'en ai enfin fini d'être poli à propos de ma propre disparition. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à circuler par les canaux privés qui comptent le plus à Washington. Pas les réseaux sociaux, pas les gros titres, pas le scandale public. Quelque chose de pire pour un lobbyiste. Des conversations discrètes, de courts appels, des textos soigneusement rédigés entre partenaires, donateurs, chefs de cabinet, consultants, et des gens qui ne mettent jamais d'opinion dommageable par écrit à moins de vouloir qu'elle dure. Personne n'a dit que le sénateur Whitmore avait détruit mon frère. Il n'en avait pas eu besoin. Mon frère avait fait la seule chose que Washington pardonne rarement aux gens qui vendent la confiance pour vivre. Il avait révélé que son image était plus forte que son caractère. En quelques jours, les clients de son cabinet ont commencé à poser des questions, pas sur les fiançailles, du moins pas directement. Ils ont demandé si son jugement était sûr, si on pouvait lui faire confiance dans des pièces sensibles, s'il avait déjà déformé des relations personnelles. Le cabinet a ouvert ce qu'ils ont appelé un examen interne. Cette phrase sonnait propre, mais tout le monde savait ce qu'elle signifiait. Distance, confinement, protection de la réputation. D'abord, mon frère a été retiré d'une équipe majeure de développement de clientèle liée à un problème d'acquisition de défense. Puis, il a été écarté des appels stratégiques qu'il avait l'habitude de diriger. Ensuite, un associé principal, un des hommes que mon père s'était vanté de rencontrer, lui a conseillé de prendre du temps libre avant que la situation ne devienne plus inconfortable pour tout le monde. Un mois plus tard, il a démissionné. Officiellement, c'était le mutuel. À Washington, mutuel signifie souvent que la porte vous a été ouverte de l'extérieur. Sans les fiançailles, il a perdu l'accès au cercle Whitmore. Sans cet accès, il a perdu l'éclat qu'il vendait aux clients. Sans l'éclat, les gens ont commencé à remarquer la dette sous la surface polie. L'appartement qu'il avait loué pour correspondre à la vie qu'il s'attendait à épouser est devenu trop cher. La voiture est repartie. Les invitations se sont raréfiées, puis ont cessé. Les hommes qui riaient autrefois à ses blagues répondaient maintenant à ses messages par le silence ou de vagues promesses de se recontacter bientôt. Mes parents ont réagi exactement comme je m'y attendais. D'abord la panique, puis la culpabilité, puis la révision. Ma mère a envoyé de longs messages sur l'unité, le pardon, et comment les étrangers ne devraient jamais être autorisés à diviser la famille. Mon père a laissé un message vocal disant que mon frère était sous une pression énorme et que j'avais toujours été la plus forte. C'était leur argument préféré. Parce que je survivais mieux à la douleur, on attendait de moi que je continue à la survivre pour le confort de tous les autres. J'ai lu un message, écouté un message vocal, et j'ai compris quelque chose qui m'a semblé à la fois douloureux et libérateur. Ils ne demandaient pas le pardon parce qu'ils avaient appris à me respecter. Ils demandaient l'accès à l'ancienne version de moi, celle qui absorberait l'humiliation en silence pour que la famille puisse continuer à paraître décente. Cette version de moi était partie. J'ai bloqué leur numéro. J'ai filtré leur courriel. J'ai cessé d'expliquer les limites à des gens qui ne les comprenaient que lorsqu'ils étaient forcés de se tenir à l'extérieur. Claire m'a écrit une fois, une courte lettre manuscrite, prudente et honnête. Elle m'a remercié de ne pas avoir protégé le mensonge. Elle a dit, voir avec quelle facilité mon frère m'a effacé lui a fait réaliser que le charme n'est pas le caractère, la confiance n'est pas l'intégrité, et l'ambition sans honnêteté devient dangereuse.
j'ai gardé cette lettre parce qu'elle me rappelait que la vérité peut encore créer quelque chose d'utile à partir d'une soirée laide. 6 mois plus tard, j'ai été promu chef de l'unité d'intégrité publique. Pas parce que le sénateur Whitmore m'a donné quoi que ce soit. Pas parce qu'un dîner a changé ma carrière. Mon travail existait déjà. Mon dossier existait déjà. Mon nom avait déjà été prononcé dans des pièces où ma famille n'a jamais pris la peine d'écouter. Le sénateur a soumis une recommandation professionnelle lorsqu'on le lui a demandé, et il a écrit ce qu'il avait vu par lui-même, que j'avais du jugement, de la retenue, et un engagement rare envers la confiance publique. Cela comptait parce que c'était vrai, pas parce que c'était puissant. Quand l'annonce est devenue publique, les gens m'ont félicité pour un succès qu'ils pensaient être arrivé soudainement. Ce n'était pas le cas. Cela avait pris des années. Des années de travail que personne n'a applaudi. Des années à être sous-estimé. Des années à refuser de laisser l'amertume devenir mon identité. S'il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé à ce dîner, c'est celle-ci: votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un est trop peu sûr de lui pour la reconnaître. Votre dignité ne dépend pas de la manière dont votre famille vous présente. Et un amour qui exige que vous deveniez plus petit n'est pas de l'amour. C'est du contrôle portant un visage familier. Une famille saine ne demande pas à un enfant de disparaître pour qu'un autre puisse briller. Une personne décente ne cache pas la vérité parce que la comparaison la met mal à l'aise. Et une communauté plus forte commence lorsque nous cessons de récompenser le charme sans caractère, le statut sans intégrité, et l'ambition sans responsabilité. Mon frère pensait que me cacher le rendrait important. Au final, cela a montré à tout le monde à quel point il était petit. Je n'ai pas ruiné sa vie. J'ai simplement cessé de l'aider à protéger le mensonge qui la maintenait. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de crier, d'exposer ou de riposter. C'est parfois de s'asseoir calmement à la place qu'ils vous ont assignée, de dire la vérité le moment venu, et de laisser tous les autres décider quel genre de personne ils ont applaudi.